in listen-only mode. Should I restart again? Yes. Ok. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce séminaire en ligne sur le misoprostol dans les soins après avortement, la délégation des tâches et le passage à l'échelle en Afrique francophone. Je suis le professeur Blami Dao, directeur de la santé maternelle et néonatale à GHTGO au siège à Baltimore. Je vais être le modérateur de ce séminaire qui sera animé par le consortium sur les soins après avortement et principalement par 3 organisations membres de ce consortium, IPAS, Pathfinder et Unity Health Project. Nous allons avoir 4 présentations. La première présentation va être faite par Catherine Turner, qui est conseillère principale en système de santé et responsable de projet pour l'Afrique francophone à IPAS. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Catherine. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de prendre part de ce premier webinaire en français pour le consortium soins après avortement. Je vais présenter sur les besoins et possibilités de soins complets d'avortement en Afrique de l'Ouest francophone. Prochain. Bien que ce webinaire est axé principalement sur le misoprostol pour les soins après avortement, IPAS et le consortium s'intéressent à l'ouverture de la conversation sur les besoins et possibilités, la prestation et l'accès des soins complets d'avortement, en ce cas en Afrique de l'Ouest francophone. Je commence la présentation avec une introduction sur l'importance des soins complets d'avortement, y compris les soins après avortement dans la région. Je présente les résultats sélectionnés d'une analyse situationnelle que IPAS a menée sur les besoins et les possibilités des soins complets d'avortement dans la région et plus approfondie de certains pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Pour cette présentation, je vais me concentrer sur les résultats relatifs à la disponibilité et l'utilisation du misoprostol et l'avortement médicamenteux dans la région. Nous pouvons discuter la situation dans les pays spécifiques pendant les discussions après les présentations. Le rapport complet de l'analyse situationnelle sera publié dans les mois à venir. Je finis avec une discussion sur les recommandations principales. Puisque le but principal de ce webinaire est de faciliter la discussion, vos commentaires et ajouts après les présentations sont les bienvenus. Prochain. Au moment de réévaluer les progrès accomplis face aux objectifs du millénaire pour le développement, les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone sont en retard par rapport à la réduction de la mortalité maternelle et par rapport à d'autres indicateurs de santé de la reproduction. Les programmes de développement et de la santé de la reproduction en Afrique ont favorisé les pays anglophones, ce qui se traduit par les femmes et les adolescents en Afrique francophone étant les plus défavorisés en ce qui concerne l'accès aux services de contraception et d'avortement complet, y compris les soins après avortement. Les besoins non satisfaits sont énormes. Prochain. Un accès à des méthodes fiables de contraception pourrait aider les femmes à réduire le nombre de grossesses non souhaitées. Les initiatives de la santé reproductive régionale, telles que le partenariat Ouagadougou, visent à améliorer la prestation des services et l'accès à la contraception et, dans certains cas, les soins après avortement, mais n'ont pas directement abordé l'avortement sécurisé. Le taux des besoins non satisfaits des services de la contraception sont les plus élevés au monde. Les femmes dans ces 9 pays en Afrique de l'Ouest francophone ont un moyen de 5,5 naissances par femme, le double des femmes en Asie et plus de 3 fois plus que les femmes en Europe. Même s'il existe quelques études menées dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest francophone qui ont réussi à donner une idée de l'échelle et de la portée des problèmes qui représentent l'avortement non sécurisé, il reste particulièrement difficile d'obtenir des données fiables sur l'avortement pour chaque pays
dans la mesure où il s'agit d'une pratique souvent clandestine, extrêmement stigmatisée. Pratiquement 3 femmes meurent de causes liées à la maternité toutes les heures. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'environ la moitié de la mortalité maternelle totale dans le monde survient en Afrique subsaharienne, où une femme sur 31 risque de mourir de complications consécutives à la grossesse ou l'accouchement au cours de sa durée de vie. C'est en Afrique de l'Ouest que le taux de létalité est le plus élevé, une région dans laquelle l'OMS estime à 1,8 million de nombre d'avortements non sécurisés pratiqués chaque année cause près de 9 700 décès maternels, ce qui équivaut à un taux de létalité de 540 décès pour 100 000 avortements, de loin le taux le plus élevé au monde. Ceci est un moment crucial de capitaliser sur le progrès des initiatives sur la santé reproductive dans la région et l'élan qu'il crée pour renforcer l'engagement d'aborder enfin les soins complets d'avortement dans la région. Prochain. Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, il existe au moins quelques critères dans lesquels des services d'avortement complets peuvent être légalement pratiqués. Bien qu'il existe des indications juridiques, de nombreux centres de santé ne fournissent pas ces services aux femmes éligibles et de nombreuses femmes ne savent pas qu'ils ont droit à ces services. En conséquence, beaucoup de femmes qui sont techniquement éligibles d'avoir un avortement sécurisé et légal ont encore recours à risque l'avortement clandestin. Prochain. Le modèle de soins complet d'avortement centré sur la femme, conçu par IPAS, consiste à une approche de la prestation de services qui privilégie les droits, le choix, l'accès et les qualités. Ce modèle de soins tient compte des besoins physiques et émotionnels individuels des femmes, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et dans leur capacité d'obtenir des services, y compris l'interruption volontaire de grossesse, le traitement d'avortement incomplet, raté ou dangereux, également appelé soins après avortement, le soutien et les conseils bienveillants, les services de contraception, les services de santé sexuelle et reproductive dispensés sur place ou le cas échéant, l'orientation vers des centres de référence et des prestataires de santé partenaires au sein de la communauté. Ce modèle inclut également une série de services de santé qui aident les femmes à exercer leurs droits sexuels et reproductifs et garantit l'accès des soins et des services aux adolescents et aux femmes célibataires. Pour les soins complets d'avortement et les soins après avortement, la mifepristone et le misoprostol et la MIEU, l'aspiration manuelle intra-utérine, sont les méthodes d'évacuation utérine recommandées par l'OMS. Le misoprostol offre une possibilité importante d'améliorer les services et l'accès à l'avortement complet pour les femmes, notamment les jeunes femmes dans la région. Prochain. Depuis janvier 2015, IPAS met en œuvre une subvention de planification en vue de renforcer les partenariats, évaluer des possibilités, d'hiérarchiser les stratégies et de mobiliser des ressources destinées aux services complets d'avortement, y compris les soins après avortement et la contraception en Afrique de l'Ouest francophone. Dans l'optique de mieux comprendre les besoins et les possibilités en matière de services complets d'avortement, IPAS a procédé à une évaluation de contexte régional et au niveau des pays dans la région. Le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo ont été sélectionnés afin d'y mener une analyse plus approfondie. En mai 2015, en partenariat avec les collègues à la direction de la santé familiale du ministère de la Santé et d'autres agences, IPAS a mené au Togo et au Bénin une analyse situationnelle des besoins et des possibilités de services complets d'avortement. Cette analyse a utilisé en association différentes méthodes de recherche qualitative, incluant des entretiens approfondis, des groupes de discussion avec des femmes et des visites des clients fictifs à des pharmacies pour évaluer la prestation et l'accès au misoprostol pour l'avortement. Je vais maintenant présenter les résultats régionaux sélectionnés, mettant l'accent sur les résultats relatifs à la disponibilité et l'utilisation du misoprostol. Comme je disais avant, nous pouvons discuter la situation dans un pays spécifique pendant les discussions après les présentations.
Le rapport complet de l'analyse situationnelle sera publié dans les mois à venir. Prochain. Au niveau régional, l'accès aux soins complets d'avortement est limité. Le même est vrai pour les soins après avortement. Selon une membre de l'Association des sages-femmes au Bénin, les soins après avortement ne sont pas disponibles de manière systématique. Elle disait, c'est entièrement une question de formation. Les soins ne sont pas disponibles partout. Lorsque les soins sont disponibles, ils sont souvent regroupés dans les centres urbains importants. L'accès aux soins d'avortement est freiné par la stigmatisation, manque de directives gouvernementales, la faiblesse générale du système de santé, les prestataires non formés et non pris en charge, et les établissements de santé ne disposent pas des infrastructures nécessaires, des fournitures et l'équipement. Prochain. Le misoprostol est disponible à la fois officiellement et d'une manière non officielle dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Toutefois, l'accès aux services d'avortement médicamenteux reste limité, surtout pour les jeunes, les moins éduqués et celles qui vivent en zone rurale. Même lorsque les services sont autorisés, les difficultés d'approvisionnement, directives gouvernementales, formation et attitude des prestataires de soins et un manque d'information auprès des femmes les rendent inaccessibles. Dans plusieurs pays dans la région, le misoprostol est approuvé pour le traitement des hémorragies du postpartum et parfois pour les soins après avortement, mais pas pour les soins complets d'avortement. Et souvent, il figure sur la liste des médicaments essentiels. Dans les zones urbaines, le misoprostol est souvent disponible dans les pharmacies, mais les pharmaciens et leurs employés ne sont pas formés de manière routinière à l'administration correcte. La délivrance soumise à prescription médicale le rend particulièrement difficile à obtenir, surtout pour les jeunes et les pauvres. Cela peut conduire les femmes à chercher des médicaments dans la rue où la qualité est contestable et qui peut entraîner toutes sortes de complications. Pardon? Christopher, I think we're having some feedback. I'm not sure what's going on or if it's possible to... Il semble que l'avortement médicamenteux soit actuellement relativement méconnu de la majorité des femmes en Afrique de l'Ouest francophone, mais il y a des indications qu'il devient rapidement plus connu, particulièrement auprès des élites urbaines. La mifepristone est disponible en quantité limitée dans certains pays comme le Bénin et le Burkina Faso, mais uniquement dans les capitales dans le cadre d'études pilotes. La mifepristone n'est pas enregistrée ou sur la liste des médicaments essentiels des pays inclus dans cette analyse. Prochain. Plusieurs articles et analyses documentaires sur le thème d'avortement et avortement médicamenteux en Afrique francophone ont été publiés récemment en plusieurs études nationales sur les soins, les besoins, les perceptions touchant à l'avortement sont actuellement en cours ou prévues. Ces études, même si elles sont informatives, ne permettent qu'une compréhension morcelée de la situation dans quelques pays sélectionnés de la région. La plupart d'entre elles ont été menées uniquement dans quelques installations médicales ou les grands centres urbains. Et l'expérience de toutes les autres femmes n'est que conjecture. Parce qu'il n'y a pas de données complètes, à jour et systématiques, il est difficile de démontrer précisément l'étendue des besoins, des possibilités ou de déterminer les secteurs d'activité spécifiques dans lesquels il sera nécessaire d'intervenir. Des études sur l'incidence et l'ampleur de l'avortement, la stigmatisation, les attitudes et les comportements de la part des prestataires de soins, les femmes, et les prestations des services dans chacun des pays pourraient informer les informations de programmation. La recherche sur la prestation, l'accès et l'acceptabilité du misoprostol pour l'avortement et les soins après avortement informerait les efforts pour améliorer la délégation des tâches et le passage à l'échelle des services. Il y a une opportunité énorme pour améliorer notre compréhension de cette question dans la région grâce à des efforts supplémentaires de recherche. Prochain. Plusieurs pays ont des guides et standards et d'autres documents nationaux sur les services de santé de la reproduction. Un certain nombre de guides comprennent l'avortement médicamenteux ou les soins après avortement avec le misoprostol, par exemple ceux de Bénin, Burkina Faso et Sénégal.
Prochain. Donc maintenant, je vais parler des recommandations principales. En matière de la politique et recherche, c'est d'engager les gouvernements et les donateurs. C'est de créer les textes d'application sur la loi sur la santé de la reproduction, d'élaborer ou réviser, distribuer, appliquer les plans stratégiques et les normes et protocoles techniques. Recherche sur l'ampleur, l'incidence, la prestation et les perspectives. À propos des systèmes de santé, il y a besoin des programmes de soins complets d'avortement et on peut utiliser la méthode de clarification des valeurs et transformation des attitudes. Il y a besoin de formation et suivi des prestataires et la chaîne d'approvisionnement fiable. Au niveau communautaire, il y a les évaluations communautaires rapides pour mieux comprendre les perceptions et l'accès à l'avortement, la diffusion de la loi, les lois qui existent déjà, la sensibilisation de la population sur leurs droits à l'égard de l'avortement et les partenariats avec des groupes de femmes, aussi de promouvoir la connaissance et l'accès à l'avortement médicamenteux. Prochain. Le temps est maintenant d'agir pour les services de la santé sexuelle et reproductive, notamment la contraception et l'avortement sécurisé pour toutes les filles et les femmes en Afrique de l'Ouest. Prochain. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la Fondation William et Flora Hewlett pour leur soutien et à nos collègues du ministère de la Santé et d'autres organismes pour leur collaboration précieuse et l'information qu'ils nous ont fournie au cours de cette analyse situationnelle. Et je veux aussi reconnaître mes co-auteurs, Lee Senderowitz et Heather Marlowe, sur l'analyse situationnelle. Prochain. Veuillez visiter notre site web pour le rapport complet de l'analyse situationnelle dans les mois à venir et d'autres informations sur les soins complets d'avortement et les soins après avortement. Merci beaucoup. Professeur Dow, la prochaine présentateur peut aller? Sorry. Allô? Vous m'entendez? Oui, Ah, vous ok. êtes Bon, oui, j'étais en train de dire merci à Catherine pour cette brillante présentation. Et je voulais signaler aux participants qu'en bas de leur écran, il y a un espace où ils peuvent taper leurs questions. Parce qu'ils ne peuvent pas poser des questions de façon orale. Ils doivent taper leurs questions et on va essayer à la fin des différentes présentations de répondre à ces questions-là. Sans plus tarder, on va demander au prochain intervenant, le docteur Alioune Gaye, ancien médecin-chef de la maternité de l'hôpital Roi Baudouin à Dakar, actuellement consultant pour Genity Health Project et le CFOREP de Dakar, de nous faire sa présentation dont le titre est « Misoprostol dans le traitement de l'avortement incomplet et de la fausse couche spontanée ». Docteur Alioune Gaye, vous avez la parole. Merci Dao. Vous m'entendez? Oui. Allô? D'accord. Le misoprostol a été utilisé au Sénégal dans le cadre de l'avortement incomplet. Et dans les fausses couches, contrairement à beaucoup de pays où le misoprostol a été utilisé dans l'avortement, parce qu'au Sénégal, l'avortement n'est légalisé que dans des circonstances particulières, très encadrées, où la vie de la mère est en danger. Et c'est pour cette raison que nous avons mené 3 études au pays pour montrer l'efficacité du misoprostol dans la prise en charge des soins après avortement. Dia, prochain. Bon, le misoprostol, bon, c'est une prostaglandine 2 analogue vendue sous le nom de Cytotec ou sous d'autres noms.
était autorisé dans le traitement, le misoprostol est autorisé dans le traitement de l'ulcère associé au traitement utilisant des anti-œstrogènes de synthèse. Ce misoprostol agit aux 3 niveaux au niveau de l'utérus. D'abord, il prépare le corps et assure sa dilatation grâce aux contractions qu'elle provoque au niveau du muscle utérin. Dia, prochain. Le rationnel. L'avortement à risque, pourquoi l'avortement à risque? L'essentiel, l'avortement à risque est responsable de 13% de la mortalité maternelle. Et le gold standard qui était les méthodes chirurgicales telles que la dilatation de cutage et parfois ne facilitait pas l'accès des soins aux zones plus périphériques. Donc, le traitement communautaire de l'avortement pose des problèmes. Et il y avait des risques, effectivement, liés à ces méthodes chirurgicales et à l'anesthésie générale, souvent nécessaire pour ces méthodes chirurgicales. L'avortement incomplet constitue la forme la plus fréquente dans la prise en charge des soins après l'avortement. Et heureusement que depuis 2010, le misoprostol figure dans les médicaments essentiels de l'OMS et pour des indications obstétricales. Prochain. L'avantage du misoprostol, les avantages, c'est donc c'est un médicament très efficace, facile à administrer parce que nécessitant pas un personnel d'une qualification élevée, si pour les médecins, les médecins ou les spécialistes, il suffit d'avoir des infirmiers, mais de toute façon, il faudrait un personnel qualifié. Il évite les interventions chirurgicales qui sont source souvent de certaines complications, telles que la perforation utérine ou les infections, etc. Le misoprostol est cher. Je donne toujours cet exemple que nous, misoprostol au Sénégal, pour un coût éventuel, pour un coût de 4 $, avec 4 $, on peut avoir le traitement pour effectivement la prise en charge des soins après avortement. Elle est acceptable. Les études faites au Sénégal et ailleurs ont prouvé effectivement que le misoprostol est accepté par les prestataires et les femmes elles-mêmes. Donc, il ne voit aucun inconvénient à utiliser le misoprostol. Prochain. Définition de l'avortement incomplet. C'est une femme qui présente un saignement avec un col ouvert sur des antécédents de grossesse connus. Et souvent, l'échographie n'est pas nécessaire pour confirmer qu'il y a une intention de produit de conception ou la manifestation d'une grossesse non viable. Pas comparé à la grossesse non viable. Diapo. Dia, prochain. Bon, le protocole qui a été utilisé, c'est 600 micros de museau par voie orale ou 400 micros par voie sublinguale. Il faut savoir aussi que le traitement nécessite un suivi au moins de 15 jours. 15 jours, pendant lesquels un rendez-vous peut être donné au 6e jour pour vérifier la conduite. Ce qu'il faut dire, et il faut aussi répéter, que l'essentiel, dans 90% des cas, au 7e jour, l'avortement était déjà complet. Mais il est nécessaire de préciser à la patiente qu'il est possible de revenir jusqu'au 15e jour pour être sûr que l'avortement est complet. Mais au 15e jour, quelle que soit la situation, si l'avortement n'est pas complet, on est obligé de faire l'évacuation utérine par d'autres méthodes chirurgicales. Dia, prochain. Les contre-indications, bien entendu, c'est l'allergie connue du misoprostol ou d'autres prostaglandines. Suspicion d'une grossesse ectopique, c'est une grossesse extra-utérine, ou alors quand il y a un avortement
un avortement incomplet et qu'il y a des signes d'infection, Ou alors un avortement avec des signes d'instabilité tensionnelle, avec un choc hémorragique éventuel. Ça, dans ces conditions, il n'est pas permis d'utiliser le misoprostol. On passe directement à l'évacuation utérine par voie chirurgicale. Déjà, s'il vous plaît. Prochain. Bon, l'efficacité est prouvée par les études qui ont été faites et, sur ce diapo, on voit que le taux d'efficacité varie entre 94% à 100%, à 99%. Donc, c'est une efficacité qui n'est plus à démontrer. Et toutes les études qui ont été faites en Afrique ont prouvé cette efficacité. Donc, il n'y a plus de doute pour les prestataires sur l'efficacité du misoprostol. Prochain. Les effets secondaires, c'est les crampes, les saignements, les douleurs, nausées, vomissements, fièvre et frissons. Ce qu'il faut remarquer que les effets secondaires peut-être spécifiques seulement au miso, c'est peut-être la nausée, les vomissements, les fièvres et les frissons, qui sont d'ailleurs bien tolérés par les patientes. Les patientes ont bien toléré et que souvent, on n'a pas besoin de gros moyens, une grosse médication pour faire face à ce problème. Et c'est ça, souvent, le paracétamol ou un antalgique un peu plus fort, un peu plus puissant peut résoudre le problème. Mais surtout, je pense que l'effort doit être mis sur le cansuline pour rassurer davantage et avec seulement le cansuline, on arrive à régler l'essentiel des problèmes liés aux effets, à l'acceptabilité des effets secondaires. Prochain. Innocuité. Bon, on a trouvé dans la littérature des complications du misoprostol ne diffèrent pas des complications liées aux méthodes chirurgicales, telles que l'infection et l'hémorragie. Mais l'infection, le risque est faible. Et le plus important de trouver des infections dans les actes chirurgicales qu'avec le misoprostol. L'hémorragie et l'anémie, ce qu'il faut dire, c'est que la répercussion du saignement sur le taux d'hémoglobine n'est pas significative comparée à l'AMU. Ça c'est clair. Les femmes qui ont été traitées au misoprostol et celles qui ont été traitées avec l'AMU, la réduction, la diminution du taux d'hémoglobine semble être, bien qu'il y ait une différence, n'est pas significative. Diapo. Prochain. Voilà, c'est le tableau qui prouve qu'il n'y a pas de différence significative, bien qu'il y ait une différence, cette différence n'est pas significative, versus misoprostol, hémoglobine 10,8. Et vous voyez, le tableau, vous voyez qu'il n'y a pas une différence significative, bien qu'il y ait une différence, mais ce n'est pas significatif. Diapo. Prochain. Bon, en plus de l'avortement incomplet, le misoprostol peut être utilisé pour prendre en charge les grossesses arrêtées. C'est-à-dire que les grossesses, arrêtées, c'est quoi? C'est une grossesse dont l'embryon n'est pas viable, ou une grossesse où effectivement il n'y a pas d'embryon, ce qu'on appelle l'œuf clair, et dans ce cas, on peut utiliser le misoprostol, mais avec des doses beaucoup plus importantes. Et les doses recommandées sont de 800 microgrammes de misoprostol par voie vaginale ou alors 600 mg par voie sublinguale. Parce que dans le grossesse arrêté, comme il n'y a pas de saignement d'emblée, on peut utiliser la voie vaginale au lieu de la voie orale. Prochain, s'il vous plaît. Comment les services ont changé avec l'introduction du misoprostol. Donc, les prestataires étaient moins chargés, c'est vrai, parce que ça prend moins de temps et que les gens sont moins chargés et il y a moins d'attente dans les centres de référence et
à partir de ce moment, on vous consacre mieux son temps pour les cas plus graves, tels que les cas avec infection ou saignement ou ainsi de suite. Et le problème, c'est que l'avortement, l'essentiel des avortements est lié à des besoins non couverts en matière de PEF. Et l'intégration du counseling pour la PEF est facilitée. Et les travaux que nous avons faits au Sénégal ont prouvé que nous avons des taux d'adoption de méthodes contraceptives très élevés après les soins après avortement. Et ce qui est innovant avec le misoprostol, c'est qu'on se rapproche davantage des populations. Les populations ont accès aux soins à côté de leur domicile. Tel n'était pas le cas avec l'AMU même. Prendre soin, peuvent bénéficier des soins après avortement sans se déplacer parce que avec l'usage du misoprostol, ils peuvent être traités à côté de leur domicile. Ce n'est pas le cas avec les autres méthodes. Prochain, on va bientôt terminer. En conclusion, disons que le misoprostol est une alternative efficace et acceptable au traitement chirurgical, dilatation cutanée, DSA, et même à l'AMU. L'introduction du misoprostol dans les structures sanitaires, y compris le niveau primaire et secondaire, peut accroître les options On n'entend pas. Oui, à la fin, je crois qu'on a été confronté à un problème de son avec la présentation du docteur Alioune Gaye, qui est à présent terminé. Merci, docteur Alioune Gaye. Et je voulais dire aux participants qui posent des questions d'indiquer de quel pays ils posent ces questions-là. Si vous êtes du Congo, si vous êtes du Burkina, du Sénégal, du Niger, vous précisez que vous êtes de ces pays. Ça nous permet d'avoir une idée de l'endroit d'où vous êtes en train de participer à ce séminaire. Et ceci étant dit, merci. Nous allons maintenant passer la parole à Cathy Shaw, qui est conseillère principale pour la santé des adolescents et des jeunes à Pathfinder International, qui va nous parler des soins après avortement adaptés aux jeunes et le misoprostol. Et Cathy, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Dao. Je suis vraiment ravie de prendre part à ce webinaire avec vous et avec les autres intervenants. Comme vous venez de dire, ma présentation va porter sur les soins après avortement adaptés aux adolescentes et aux jeunes femmes et l'utilisation du misoprostol. Et ce sujet est très pertinent pour l'Afrique de l'Ouest francophone, surtout parce que dans la plupart des pays dans la sous-région, les jeunes de 10 à 24 ans représentent environ un tiers de la population. Prochaine diapo. Donc, tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur quelques statistiques concernant les adolescents, la contraception et les avortements à risque. Seulement 22% des adolescentes mariées dans les pays en voie de développement utilisent des méthodes modernes de contraception.
Et parmi ce même groupe, il y a 23% qui ont des besoins non satisfaits en matière de contraception. Et généralement, les besoins non satisfaits en matière de contraception sont plus élevés chez les jeunes femmes sexuellement actives non mariées que chez les jeunes femmes mariées. Et en effet, en Afrique de l'Ouest et du Centre, 42% des adolescentes qui sont sexuellement actives et non mariées ont un besoin non satisfait en matière de contraception. Nous savons aussi que 41% des avortements à risque dans les pays en voie de développement sont parmi les jeunes femmes de moins de 25 ans. Et en 2007, près de la moitié de tous les décès dus aux avortements dans les régions en voie de développement se produisaient chez les femmes de moins de 25 ans. Et selon une étude qui a été faite l'année dernière par l'Institut Guttmacher, qui a analysé des enquêtes nationales de 70 pays en voie de développement, on a vu qu'en comparaison avec les femmes plus âgées, les adolescentes sont plus susceptibles à solliciter des services d'avortement par des prestataires non qualifiés ou à subir un auto-avortement. Elles ont aussi tendance à prendre plus de temps à reconnaître une grossesse et ont par conséquent des avortements plus tardivement. Et finalement, les adolescentes sont moins conscientes de leurs droits en matière d'avortement et les soins après avortement, comparés aux femmes adultes. Prochaine diapo. Donc, pourquoi les adolescentes ont-elles besoin des soins après avortement adaptés? Bon, en gros, c'est parce que les adolescentes sont confrontées de multiples obstacles pour accéder aux services actuels de santé sexuelle et reproductive, y compris les soins après avortement. En termes de la disponibilité, dans la plupart des pays dans la sous-région, il y a une insuffisance de prestataires qui sont formés en approche jeune et aussi en soins après avortement pour les jeunes. Les services de santé, et en particulier les services de santé sexuelle et reproductive, sont souvent conçus et répondent généralement aux besoins des femmes adultes et surtout des femmes mariées. En termes d'accessibilité, les heures d'ouverture des structures de santé qui offrent des soins après avortement sont souvent pas convenables aux adolescentes. Et le coût de transport ou bien le coût des services même sont souvent trop élevés pour les adolescentes qui ont des ressources financières limitées. En termes d'acceptabilité, les normes socio-culturelles dans la sous-région contribuent à des attitudes négatives envers la sexualité des adolescentes, surtout celles qui sont non mariées. Et ceci engendre la stigmatisation des adolescentes qui cherchent des informations ou bien des services de santé sexuelle et reproductive, y compris les soins après avortement. Et cette stigmatisation est souvent de la part des prestataires de services, mais aussi des communautés. En termes d'équité, les adolescentes ont un manque de pouvoir décisionnel vis-à-vis d'autres personnes dans leur famille, par exemple les parents ou bien leur mari ou bien les coépouses. Et ceci limite leur accès aux soins après avortement. Nous savons aussi que les adolescentes sont plus vulnérables que les femmes adultes aux abus sexuels. Et malgré tout cela, les soins après avortement sont un point d'entrée très important pour les services de santé sexuelle et reproductive plus complets, y compris la contraception. Prochaine diapo. Donc, il est clairement nécessaire d'offrir des soins après avortement adaptés aux adolescentes et aux jeunes femmes. Et pour ceci, le Consortium pour les soins après avortement a formulé des recommandations pour rendre les 5 éléments des soins après avortement plus conviviaux aux jeunes. Je vais toucher sur 3 de ces éléments. Donc, si nous regardons le premier élément, les partenariats entre la communauté et les prestataires, la recommandation, c'est d'assurer la participation des adolescents et des jeunes dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des services de soins après avortement. Quand nous regardons le traitement, bien que les procédures cliniques pour les soins après avortement sont les mêmes pour les adolescentes que pour la cliente adulte, les adolescentes sont souvent plus ignorantes sur ce qui va se passer lors de cette prestation de service. Et elles ont souvent un soutien émotionnel limité. Et ceci peut entraîner de l'anxiété et de la douleur. Donc la prise en charge de la douleur, en particulier pour les jeunes femmes nullipères, devrait être l'objet d'une attention particulière.
D'autres considérations procédurales comprennent par exemple l'utilisation d'un spéculum plus petit qui est plus adapté au corps des adolescentes. Quand nous prenons les services contraceptifs et de la planification familiale, la recommandation c'est de présenter à la cliente adolescente la gamme complète des méthodes contraceptives et ceci en utilisant des aides mémoire visuelles si possible. Je voudrais vous rappeler que l'âge ne constitue une contre-indication pour aucune méthode contraceptive. Et d'ailleurs, selon une revue de la littérature qui a été effectuée l'année dernière sur les stratégies pour prévenir les grossesses non désirées répétées chez les adolescentes, les recommandations, l'une des recommandations, c'était que les adolescentes devraient initier l'utilisation d'une méthode contraceptive immédiatement après un avortement pour réduire les taux d'avortement répétés. Une autre recommandation, c'était de donner ou bien de présenter l'offre des méthodes contraceptives réversibles à longue durée d'action pour les jeunes clientes. Et ceci, c'est en raison des facteurs développementaux et environnementaux qui affectent les comportements liés à la contraception chez les adolescentes. Prochaine diapo. Pour revenir sur l'élément essentiel du traitement, ici je voudrais discuter un peu pourquoi le misoprostol offre plusieurs avantages pour les soins après avortement destinés aux adolescentes et jeunes femmes. Tout d'abord, le misoprostol peut offrir de l'autodétermination et de l'autonomie aux adolescentes et aux jeunes femmes. Tel que le Dr Gay a décrit, la procédure est moins évasive que l'aspiration manuelle intra-utérine ou bien la dilatation et curetage. Donc la procédure accorde plus de pouvoir à la cliente adolescente. Et ça peut diminuer la honte ou bien la peur chez la cliente adolescente. Ceci peut créer une expérience plus porteuse d'autonomie que d'autres procédures de soins après avortement. Et aussi, tel que noté par le Dr Gay, le faible coût du misoprostol rend les adolescentes moins dépendantes sur d'autres personnes pour les frais pour accéder à ces services. Donc, elles peuvent accéder aux services de manière plus autonome. En plus, vu qu'il est moins nécessaire d'effectuer un examen pelvien pour l'utilisation du misoprostol, cette utilisation peut réduire la réticence des prestataires, surtout ceux qui sont mal à l'aise à fournir des procédures plus invasives aux adolescentes. Prochaine diapo. La délégation des tâches et le rapprochement des services de soins après avortement au niveau communautaire avec le misoprostol offre des avantages à toute femme, y compris les adolescentes. Et la prochaine présentation va discuter de cela de manière plus ample, mais je voudrais souligner ici que la délégation des tâches et le rapprochement des services à la communauté augmentent l'accès aux adolescentes, disons l'accès géographique et aussi l'accès financier. Donc, par exemple, le fait que les services peuvent être offerts à des niveaux plus périphériques permet à un plus grand nombre d'adolescentes d'accéder aux services juste à côté de là où elles habitent ou bien là où elles fréquentent l'école. Et les coûts réduits du misoprostol et aussi les coûts réduits, disons, de la réduction du besoin du transport peuvent aussi rendre ces services plus accessibles aux adolescentes. Finalement, les données probantes récentes montrent que les adolescentes peuvent utiliser le misoprostol en toute sécurité. En effet, une étude récente a montré que l'incidence des événements nuisibles à la santé après un avortement médicamenteux est similaire ou plus faible chez les adolescentes que chez les femmes plus âgées. Prochaine diapo. Donc, comment traduire tout cela au niveau national? Le Task Force pour les soins après avortement destiné aux adolescents et jeunes du consortium SAA a élaboré un module de formation supplémentaire sur l'offre des soins après avortement aux adolescents et jeunes. Et ce module de formation a été conçu pour compléter les formations plus complètes en SSA
Donc, ce n'est pas un module autonome, mais c'est destiné aux prestataires de services de santé qui auraient déjà suivi une formation plus complète sur les SSA. Les thèmes qui sont abordés dans le module de formation sont énumérés sur cette diapo. Et je vais partager un exemple de l'utilisation de ce module par Pathfinder à travers le projet Evidence to Action dans la sous-région. Mais avant de partager cette expérience, je voudrais vous encourager à rejoindre le consortium et aussi le Task Force pour les soins après avortement pour les ados et jeunes. Et vous voyez un lien sur la diapo où vous pouvez trouver plus d'informations sur le site web. Prochaine diapo. En 2012, le projet E2A a effectué une étude qualitative pour évaluer les moyens de renforcer les services de planification familiale après avortement au Burkina Faso, en Guinée, au Sénégal et au Togo. Et cette évaluation a permis de formuler des recommandations fondées sur des données probantes sur la mise en place et la mise à l'échelle des services de planification familiale après avortement. Ces recommandations ont servi de base pour un appui technique de la part du projet Evidence to Action au gouvernement du Togo et au Burkina Faso pour améliorer la qualité et passer à grande échelle des stratégies pour élargir l'accès aux soins après avortement à un plus grand nombre de femmes. Et à travers ces efforts, les soins après avortement pour les adolescentes et les jeunes femmes ont été identifiés par plusieurs parties prenantes en tant que priorité pour la sous-région. Et en effet, le ministère de la Santé au Togo a invité Pathfinder et le projet Evidence to Action à renforcer les capacités des prestataires en soins après avortement pour les adolescentes et jeunes femmes. Prochaine diapo. Donc, pour cela, nous allons adapter et utiliser le module de formation supplémentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été créé par le consortium SAA. Nous allons d'abord mettre à jour le module pour que ça reflète les données probantes les plus récentes. Et ce qui est très intéressant dans le cadre de ce webinaire, c'est que nous allons traduire le module de formation en français. Par la suite, nous allons développer une version contextualisée, spécifiquement pour le contexte du Togo. Et nous allons utiliser cette version contextualisée en partenariat avec le projet AGIRPF d'Engender Health pour former des prestataires au Togo sur l'offre des soins après avortement pour les adolescentes et les jeunes femmes. Et ces activités s'ajouteront à la continuation de notre appui technique au Burkina Faso et au Togo pour l'amélioration de la qualité et la mise à l'échelle des soins après avortement, y compris avec le misoprostol. Prochaine diapo. Donc, pour clôturer, je voudrais souligner quelques défis et opportunités pour les soins après avortement pour les adolescentes et jeunes femmes en Afrique de l'Ouest francophone. D'abord, nous devons continuer à mettre l'accent sur la transformation des attitudes négatives des communautés et des prestataires de santé envers la sexualité des adolescentes, surtout les adolescentes non mariées. Nous devons aussi redoubler nos efforts pour réduire la stigmatisation liée aux soins après avortement et surtout les soins pour les adolescentes et jeunes femmes. On devrait aussi tirer profit de la volonté politique qui existe. Donc, l'exemple au Togo montre que les gouvernements dans la sous-région sont intéressés et ont de la volonté pour améliorer les soins après avortement pour les adolescentes et jeunes femmes. Et un exemple de l'Afrique centrale, en RDC, Pathfinder a été invité de mettre à jour des modules de formation nationale, y compris le module sur les soins après avortement pour les adolescentes et les jeunes femmes. Et comme dernier point, on devrait rendre le misoprostol plus disponible aux adolescentes à travers des prestataires qualifiés et formés. Et nous devons informer la population que le misoprostol existe pour les soins après avortement. Par exemple, au Burkina Faso, à travers notre travail là-bas, même si le misoprostol est légalement disponible, on a remarqué que la majeure partie de la population et de nombreux prestataires ignorent que le misoprostol peut être utilisé pour les soins après avortement. Prochaine diapo. Je vous remercie pour votre attention et j'encourage toutes les questions et commentaires dans la partie de la discussion. Merci beaucoup.
Merci Catherine pour cette brillante présentation. Pardon, Cathy. Merci Cathy Shaw pour cette brillante présentation sur l'utilisation du misoprostol pour les soins après avortement pour les jeunes et les adolescents. Nous attendons toujours vos questions, comme je le disais. N'oubliez pas, lorsque vous posez vos questions, de préciser le pays d'où vous posez vos questions. Sans plus tarder, nous allons passer à la 4e présentation qui sera faite par Aisha Diop, qui est Senior Associate à Unity Health Project et dont le titre est Redéfinir les SAA afin d'améliorer la qualité et l'accès aux soins. Sans plus tarder, je passe la parole à Aisha Diop. Merci, professeur Dao. Merci à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler un peu de la décentralisation des soins, notamment les soins après l'avortement. Et comme Catherine a dit tout à l'heure, c'est encore davantage un plaisir de parler dans ce premier forum qui est organisé par le consortium Soins après avortement pour les pays francophones et en français. Je vais discuter de cette décentralisation des soins et de vous le présenter dans le cadre de l'amélioration de la qualité et l'accès aux services. De par cette présentation, je partagerai avec vous plusieurs exemples qui nous permettront de réfléchir autrement de services SAA et on pourrait en discuter à la fin de cette présentation avec le groupe. Thiago, prochain. Donc, nous avons vu déjà que le misoprostol est une alternative sûre et efficace dans le traitement des avortements incomplets et peut même présenter plusieurs avantages. Nous savons également que les soins après avortement ont été créés dans un cadre de la stratégie de lutte contre la mortalité maternelle. Ce concept a été développé en particulier pour répondre aux besoins des femmes dans les environnements où l'accès à l'avortement est limité. Néanmoins, les femmes qui se présentent pour le traitement des avortements incomplets, que ce soit dû à un avortement spontané ou un avortement provoqué, ne sont souvent pas prioritaires dans leur prise en charge. Les adolescentes, comme nous avons vu tout à l'heure dans la présentation de Cathy, encore moins. Nous savons également que ces femmes qui se rendent habituellement dans les grands centres hospitaliers n'ont pas de complications sévères ou urgentes, mais la prise en charge laisse souvent à désirer. Et l'intégration de l'APF est souvent mise à l'écart, surtout quand il s'agit d'un traitement qui se fait au bloc. Et les technologies comme le misoprostol ou la MU, qui peuvent permettre une offre plus complète et plus large, ne sont pas exploitées à leur plein potentiel. Chapeau. Prochain. Donc, je pense que ce tableau doit servir comme rappel. Nous l'avons vu tout à l'heure dans la présentation précédente. Mais là, nous avons les éléments essentiels de l'offre de services pour les soins après avortement. Et ce qui est important à retenir est que ce modèle inclut non seulement le traitement clinique de la patiente, mais également un paquet de services complets qui vise à assurer la continuité des soins en créant des liens avec la communauté, en s'assurant la prévention des avortements non désirés et à risque, et d'assurer l'offre du counseling et les services de planification familiale, ainsi que d'autres services de la santé de la reproduction. Traditionnellement, ce modèle de soins après avortement intégrait l'utilisation de l'AMU comme traitement principal. Mais avec ce que nous savons maintenant sur l'efficacité du misoprostol, la question est de savoir comment est-ce que nous pouvons intégrer le misoprostol en tant que traitement alternatif, mais tout en étant conscient de tous les efforts qui ont été fournis pour la mise en place des services existants. Donc, cette alternative du misoprostol devrait présenter un complément et une amélioration aux services existants. Diapo, prochain. Donc, ce qui est potentiellement le plus intéressant dans l'intégration du misoprostol est que cela peut permettre une mobilisation de ressources. La décentralisation des soins après avortement peut améliorer l'accès dans les endroits où il n'existe pas de services chirurgicaux. Par exemple, là où il n'y a pas de salle opératoire
ou de personnel adéquat, un personnel qui est formé, le matériel chirurgical, ou bien une capacité de prendre en charge la prévention des infections. C'est une méthode potentiellement moins coûteuse pour les systèmes de santé et pour les femmes, ce que nous avons vu tout à l'heure, à cause du fait qu'on n'a pas besoin d'équipements supplémentaires, par exemple une salle qui est désignée à ce traitement. La prestation des services SAA avec le misoprostol permet d'avoir la possibilité aussi d'un service ambulatoire qui peut améliorer l'accès et réduire la stigmatisation associée à ce type de soins. Diapo. En ce qui concerne le traitement, l'utilisation du misoprostol permet de mieux répartir les tâches. Plusieurs prestataires, comme on a entendu, peuvent offrir des services, c'est-à-dire les prestataires non médecins, comme les sages-femmes ou les infirmiers. Et cela peut être plus rentable et libérer la plupart des prestataires qualifiés et libérer les ressources. Et ça nous donne aussi l'opportunité de faire face aux besoins plus urgents. Dans les études que nous avons effectuées, les infirmiers et les sages-femmes ont été les principaux fournisseurs du misoprostol. Et je donnerai quelques exemples tout à l'heure. Le counseling, qui est une grande partie de la prestation des services, et une partie importante, est généralement bien réalisé par les non-médecins, y compris les sages-femmes et les infirmières. Et d'ailleurs, même dans l'offre de service où le traitement est administré par le médecin, le counseling se fait souvent par les sages-femmes. On sait aussi que quel que soit le niveau de prestataire, le traitement peut bien se faire. On a vu dans nos expériences que la formation et l'expérience est essentielle et augmente rapidement la confiance des fournisseurs ainsi que l'efficacité. Et juste pour donner un exemple, au Niger, on a vu que 90% des échecs qui ont eu lieu, ils ont eu lieu dans le premier mois après la formation. Et c'est peut-être dû à l'inexpérience ou l'impatience du prestataire et le niveau de counseling. Mais une fois que les prestataires étaient plus confortables avec la méthode, l'efficacité a tout de suite augmenté. Prochain. Donc, les besoins en formation sont assez simples pour l'introduction du misoprostol. Il faut simplement que le prestataire soit en mesure de faire l'identification d'un col ouvert, de faire l'évaluation de l'âge gestationnel ou la taille de l'utérus, de fournir des informations et des conseils. Le prestataire doit pouvoir confirmer un avortement complet, c'est-à-dire un col fermé avec aucun signe de complication, et de reconnaître une infection grave ou un saignement grave nécessitant d'autres soins urgents. L'échographie et la chirurgie d'urgence ne sont pas essentielles pour tous les sites, mais c'est quelque chose qui peut être disponible en cas de besoin au niveau des centres de référence en cas de transfert. Prochain. Donc, si nous tenons compte que le traitement des avortements incomplets avec le misoprostol peut se faire par des prestataires tels que les infirmiers et les sages-femmes, nous comprenons tout de suite que les options pour l'offre de service s'élargissent. Donc là, ce que vous voyez, on voit traditionnellement la prise en charge des avortements incomplets se fait au bloc opératoire, sous anesthésie, dans un hôpital, par des gynécologues ou des spécialistes. Avec le misoprostol de l'autre côté, vous voyez comme si on l'utilise comme traitement alternatif de première intention, une femme peut recevoir des soins à tous les niveaux par tout type de prestataire. Prochain. L'élément du counseling dans les soins après avortement est essentiel afin de fournir les informations et de répondre aux questions et aux préoccupations des femmes. Puisque la prestation de cette méthode médicamenteuse est basée dans le counseling, il existe davantage d'opportunités de prendre en compte les besoins réels de la femme et de faire un counseling très compréhensif. Le counseling du misoprostol peut s'ajouter facilement au counseling des SAA et permet de discuter de l'administration du traitement,
ce à quoi s'attendre, les différents effets secondaires, etc., les douleurs, les signes de complications, l'importance de la visite de suivi, la fertilité future de la femme et ses intentions en santé de la reproduction, ainsi que la planification familiale et d'autres besoins de la femme dans le domaine de la santé de la reproduction. Prochain. Donc, si nous visons cette nouvelle optique pour les services de soins après avortement, qui en profite? Mais dans un premier temps, les femmes, car elles auront plus d'accès aux services de soins après avortement avec plus de prestataires habilités à offrir le service. Elles auront plus d'options, ce qui veut dire qu'elles auront plus de services plus proches de là où elles sont. Si les prestations se font dans une salle d'examen, et ça peut être une salle d'examen quelconque, car il n'y a pas d'équipement spécifique, elles pourraient profiter d'une meilleure prise en charge avec moins d'attente et, par conséquent, à moindre coût. Elles pourraient également profiter de plus de temps pour un counseling et plus de temps passé avec le prestataire pour répondre à ses questions. Cette alternative présente également des avantages pour le système de santé et les prestataires. La charge de travail pour les prestataires peut être réduite, car il y a non seulement une délégation d'une tâche, mais une option de traitement qui est plus simple et moins longue. Puisque cette option ne nécessite ni d'hospitalisation, ni l'utilisation de blocs ou bien de salles dédiées, le système profitera d'une réduction de coûts et les structures peuvent s'organiser afin de profiter d'une meilleure utilisation de ressources. Prochain. Donc, cette idée de délégation de tâches dans le cadre des soins après avortement, elle n'est pas nouvelle. Nous avons eu à faire des études dans plusieurs pays, y compris l'Égypte, le Sénégal, le Pakistan, le Mexique, le Vietnam, le Nigeria et le Burkina Faso. Et ce que nous avons vu dans toutes ces études ont démontré que les prestataires non médecins étaient capables d'offrir les services et avec des taux de réussite très élevés, entre 92 et 99%. Il y a une étude que je signale, une étude contrôlée randomisée qui a été faite en Ouganda, comparant le traitement fait par les médecins et le traitement fait par les sages-femmes. Et les résultats ne sont pas surprenants, mais l'étude a démontré que le diagnostic et le traitement de l'avortement incomplet avec le misoprostol par des sages-femmes est tout aussi sûr et efficace que lorsque le traitement est fourni par des médecins dans un milieu à faible ressources. Diapo, prochain. Donc, là maintenant, je voulais juste partager quelques exemples de décentralisation des services de soins après avortement. Donc, au Sénégal, et Dr Gaye a parlé de ça tout à l'heure, nous avons fait l'expérience dans 11 postes de santé. Cette dernière étude s'est déroulée dans un contexte où, au Sénégal, il y a 5 fois plus de sages-femmes et infirmiers dans le pays que de médecins. Et nous savons que les sages-femmes ou les infirmiers sont souvent le premier contact des femmes. D'ailleurs, dans cette étude, le traitement s'est fait à 99% par les infirmiers ou les sages-femmes. Et donc, nous avons vu que les femmes qui normalement seraient référées du poste au centre de santé ou bien à l'hôpital ont pu être traitées au niveau du poste lors de leur première consultation. Le prochain exemple. Donc là, nous avons un tableau de l'évolution des services en Équateur. Et ce que nous constatons est qu'avec l'introduction de l'AMU en 2010, le curetage a été rapidement remplacé. En 2013, le misoprostol a été introduit et les femmes et les prestataires ont eu une deuxième option. Puisque la majorité des femmes présentant pour les SAA sont éligibles pour le misoprostol, nous voyons que rapidement, la plupart des cas ont été pris en charge avec l'option médicamenteuse. Ces options ont permis de réduire l'utilisation du curetage de 100% en 2009
à moins de 25% en 2014. Prochain. Donc, le dernier exemple est un exemple de l'Égypte. Dans un district où le misoprostol n'était pas utilisé du tout, nous avions un scénario où 100% des femmes étaient référées à l'hôpital de district pour une prise en charge avec le curetage et sous anesthésie générale. C'était la seule option qui existait. Après l'introduction du misoprostol et la formation des prestataires, notamment des sages-femmes, dans 19 centres du niveau primaire, nous avons documenté le changement que vous voyez sur l'écran. Là, vous voyez que 85% des femmes présentant pour un traitement d'avortement incomplet ont pu être traitées dans un centre avec le misoprostol et seulement 15% ont dû être référées pour une prise en charge dans un hôpital de district. Donc, je pense que cet exemple souligne vraiment l'impact que le passage à l'échelle avec le misoprostol peut avoir dans un district donné ou un pays donné. Prochain. Donc, pour terminer et peut-être pour ouvrir le débat, je veux présenter un scénario qui rendrait les services SAA davantage plus simples. Donc, comme nous avons vu dans la présentation de Dr. Gay, le traitement soin après avortement se fait en 2 visites. La première visite consiste la première visite consiste à déterminer l'éligibilité, offrir le traitement et faire le counseling de PF. Par la suite, la femme revient 1 ou 2 semaines après, comme l'a dit Dr. Gay, afin de documenter ou de confirmer la vacuité de l'utérus et aussi de faire un autre counseling en PF avec l'offre du produit. Donc, ce que nous avons vu dans l'étude est que 96% des femmes ont su décrire leur statut d'avortement à la première visite de suivi. Donc, elles savaient si elles avaient besoin d'une autre prise en charge ou bien si leur avortement était complet au moment de la visite. On a vu que presque 75% des femmes ont dit qu'elles auraient accepté une visite de suivi par téléphone au lieu de venir en personne à la clinique et que le counseling contraceptif avec la possibilité d'offre de produits PF s'est fait lors de la première visite. Donc, en sachant cela, peut-on pousser la réflexion et considérer un modèle de prise en charge qui ne consiste qu'une seule visite? Donc, voilà la question et un nouveau modèle de prise en charge à considérer. Et peut-être lors des discussions, on pourrait en discuter davantage. Prochain. Donc, pour conclure, nous avons vu que le misoprostol peut aider à la décentralisation des soins après avortement et faciliter la délégation des tâches. Et aussi que le counseling joue un rôle important et peut faciliter d'autres éléments essentiels du modèle de service SAA. Mais si nous voulons vraiment améliorer la qualité et l'accès aux soins, que devons-nous faire? Comment on peut y arriver? Donc, pour le faire, il faut que nous reconnaissions que les soins standards ne sont pas toujours acceptables. Il faut que nous continuions le plaidoyer pour la normalisation du misoprostol et de l'AMU et s'assurer qu'ils figurent dans les normes et protocoles ou bien les listes essentielles de médicaments dans les différents pays. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas encore, ces technologies ne sont pas encore incluses dans les documents. Il faut qu'on encourage cette délégation des tâches, c'est-à-dire de faire la formation et d'autoriser les prestataires non médecins à offrir les services. Et rien que ça pourrait alléger la prise en charge dans un système de santé. Et finalement, il faut que nous donnions aux femmes les informations qu'il faut sur l'existence et la disponibilité des services SAA. Et cela donnera plus de choix aux femmes et
créera une demande pour les services. Prochain. Donc, voilà, je vous remercie. Ok, merci Aïcha Diop pour cette présentation qui conclut donc la série des 4 présentations que nous avions programmées pour ce séminaire en ligne ce matin. Et je voulais remercier tous les présentateurs pour nous avoir permis d'avoir une vue globale sur toutes les questions liées aux soins après avortement, la place du misoprostol, la question de la délégation des tâches et du passage à l'échelle. Et sans plus tarder, je crois qu'on va demander, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées, on va demander aux intervenants de répondre à ces questions. Et je crois qu'il y a 2 questions pour Catherine Turner et 2 questions pour Alun Gang. Donc, je vais passer la parole à Catherine Turner pour répondre aux 2 questions qui lui ont été posées. Oui, merci beaucoup, professeur Dao. Donc, il y avait 2 questions qui venaient de Françoise Moukoukou et elle m'a demandé d'abord, selon moi, pourquoi les pays francophones ont été défavorisés au profit des pays anglophones, que c'est un problème récurrent dans le domaine des droits des femmes et il voulait savoir mon analyse. Et bon, je vais dire que d'abord, c'est une discussion, nous nous intéressons à une discussion. Donc, je m'intéresse beaucoup aux idées des autres intervenants et participants du webinaire. Mais je vais d'abord offrir mes opinions et puis j'invite mes collègues à partager leurs opinions. Bon, comme j'ai bien présenté, il y a les besoins énormes en matière de la santé de la reproduction et spécifiquement la contraception et l'avortement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les programmes de développement et de la santé, les bailleurs de fonds, même des fois des ONG internationales ont favorisé en général des pays anglophones. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de programme. Bien sûr, il y a des programmes de planification familiale comme le partenariat Ouagadougou, des grands programmes qui se concernent de la planification familiale. Mais quand on constate les chiffres, le taux de mortalité maternelle et le problème de manque d'accès aux contraceptions, je constate que quand même les pays francophones étaient quand même ignorés et négligés. Et bon, j'ai seulement mes idées à propos de ça. D'abord, peut-être que c'est une question de langue. Je ne sais pas si les collègues dans les organisations, s'ils ont toujours les staffs, les collègues qui en parlent français et qui peuvent travailler en français. Donc, il y a une question de langue et de ressources. Si on doit choisir entre un programme dans un pays où la majorité des staffs, ils parlent déjà la langue, peut-être ils vont préférer ça ou favoriser ça, ou comparer avec un pays où on a besoin des collègues qui ont vraiment la capacité de travailler en français et qui connaissent bien la situation, le contexte dans les pays francophones. Parce que on constate que les lois, la législation, c'est un système, même le système de santé, c'est différent entre les pays anglophones et francophones. Mais quand même, je suis complètement d'accord que c'est un problème récurrent et c'est pourquoi nous sommes là pour essayer à vraiment clarifier les besoins dans les pays francophones et pour faire le plaidoyer pour les programmes. Et la deuxième question, c'est que c'était à propos de l'application des lois et les indications légales pour l'avortement. C'est que, comme j'ai présenté, dans plusieurs pays francophones, il y a déjà les lois de la santé de la reproduction qui permettent l'avortement sécurisé ou bien les soins complets d'avortement. Or, malgré les lois et les indications légales,
les gouvernements et d'autres acteurs au niveau du pays n'ont pas suivi des étapes pour mettre les services, les soins complets d'avortement sur place. Donc, c'est pourquoi l'éducation sur les indications légales est importante. Et c'est aussi pourquoi c'est important à apprendre des autres pays qui ont réussi à appliquer leurs lois et les indications pour mettre les services, la prestation de services sur place. En fait, la semaine prochaine, je vais mener un voyage d'échange au Ghana pour quelques collègues des pays francophones pour les montrer comment au Ghana, avec les mêmes indications légales, on a pu mettre les soins complets d'avortement sur place. Et nous espérons que ça va leur montrer que c'est bien possible d'avoir les programmes des soins complets d'avortement intégrés dans le système de santé selon leurs lois qui sont déjà sur place. Bon, je vais m'arrêter là-bas pour ne pas prendre trop de temps et j'invite les autres collègues à offrir leurs idées. Merci. Merci, Catherine. Je crois que les deux questions qui vous étaient adressées ont été répondues. Je vais passer la parole maintenant à Alioune Gueye pour répondre à ces deux questions. Malheureusement, Dao, j'étais coupé au moment où les gens posaient leurs questions. Et les questions ont été saisies. La première question, c'est de Suzanne Sanders de MSI Afrique de l'Ouest. Oui. Il dit que tu as parlé de 3 études. Est-ce que tu pourrais donner plus d'informations sur ces 3 études? Dans ton intervention, je crois que tu as parlé de 3 études au Sénégal. Est-ce que tu pourrais donner plus d'informations sur ces 3 études? Oui. La deuxième question, c'est de Boniface Edikali, je pense, de IntraHealth, qui demandait, qui posait la question à savoir quel a été le taux d'utilisation de la contraception lorsque on a utilisé le misoprostol pour les soins après avortement. Voilà. Tu as dit que le taux a été élevé. Quel a été ce taux? Et si possible, quelle est la répartition des différentes méthodes chez ces clientes-là? Voilà. Merci. Bon, pour la première question, je dirais simplement que nous avons fait 2 études. La première, c'était de voir au début la comparaison entre misoprostol et AMU au niveau d'un centre de santé, au niveau d'un district, au niveau d'un hôpital de district. C'était la première étude. La deuxième étude, beaucoup plus large, c'est tout dans le district, mais en milieu urbain, comment le comportement, l'acceptabilité du misoprostol par les prestataires au niveau des postes de santé, Ce qui avait intéressé, mais en milieu urbain. On avait trouvé que l'utilisation du misoprostol en milieu urbain dans les postes de santé était acceptable et faisable d'abord. Faisable et acceptable par les prestataires et aussi acceptable pour les patients. La troisième étude, c'était de voir comment, parce que aussi bien dans le centre de santé qu'au niveau du poste, c'était en milieu urbain et il y avait des sages-femmes qui étaient les prestataires. Alors que l'essentiel des populations, l'essentiel des prestataires du monde rural est constitué d'infirmiers d'État. Et dans les protocoles, et devant le souci de démocratiser, parce qu'en ce temps-là, les normes et protocoles au Sénégal ne s'intéressaient qu'à l'AMU et que l'AMU était destiné uniquement était dispensé uniquement par les sages-femmes, j'ai dit qu'il faudrait voir une alternative et j'ai fait cette étude au niveau des zones périphériques pour voir que les infirmiers étaient capables de faire et que les patientes étaient satisfaites des soins prodigués par des infirmiers. Donc, c'est ça les 2 études. Oui, effectivement, nous avons prouvé que dans nos études, il y a un taux après, au moins, nous avons 75% des femmes qui participent
qui ont aussi des soins après avortement, qui ont accepté de prendre une méthode contraceptive. Maintenant, la répartition d'emblée, je ne peux pas vous donner, mais l'essentiel, effectivement, c'était la pilule, c'était aussi le dépôt Provera, mais je ne peux pas vous donner exactement les pourcentages. Voilà, c'est quelques réponses que je pourrais produire. Ok, merci, Dr. Gay. Et je crois que c'est l'ensemble des questions qui avaient été posées à ma connaissance, à moins que Christopher nous dise s'il y a d'autres questions qui sont venues entre-temps, je n'en vois pas. Et... Ah, non, il y a des questions. Il y a une autre question maintenant qui sont adressées à Cathy Shaw. La première, c'est comment on peut rendre les 5 éléments de soins après avortement plus adolescentes friendly, comme ils l'ont dit. Comment traduire ça en français? Comment on peut faire que les 5 éléments de soins après avortement puissent être plus acceptables pour les adolescents et les jeunes? Voilà. Ça, c'est la question pour Cathy. Merci beaucoup pour la question. Donc, dans ma présentation, j'avais touché un peu sur 3 des 5 éléments essentiels. Donc, peut-être ici, juste dans l'intérêt du temps, je vais toucher sur quelques autres éléments qui n'ont pas été présentés lors de ma présentation. Donc, le deuxième élément essentiel, c'est le counseling. Quand nous parlons des soins après avortement adaptés aux adolescentes et aux jeunes, nous devons toujours garder à l'esprit que souvent, surtout dans le cas où le soin après avortement a lieu après une première grossesse chez l'adolescente, c'est souvent sa première fois d'interagir avec le système sanitaire et surtout avec les services de santé de la reproduction. Donc, dans le counseling, c'est une très bonne opportunité de fournir des informations complètes sur la santé sexuelle et reproductive et non seulement juste les soins après avortement. Il faut aussi que les prestataires de santé soient formés en approche jeune pour rendre les services plus conviviaux aux adolescentes et jeunes et surtout pour assurer un counseling sans jugement et en reconnaissant que les adolescentes et les jeunes ne sont pas un groupe homogène. Donc, il y a des adolescentes mariées et non mariées. Il y a des adolescentes éduquées et non éduquées. Il y a plein de différences qui doivent être prises en compte lors d'un counseling avec les jeunes. Donc, c'est quelques exemples pour le counseling. Et bon, je vais toucher sur le 5e élément essentiel, sur les référencements pour les services de santé sexuelle et reproductive et d'autres services. Et ici, quand nous travaillons avec les clientes jeunes et les adolescentes, il serait très important que les prestataires soient au courant des structures de santé qui offrent des services adaptés aux jeunes. Donc, parfois, dans certains pays dans la sous-région, il y a des cliniques amies des jeunes ou bien des coins de jeunes dans certaines structures de santé. Donc, si la structure de santé où la jeune femme accède aux soins après avortement n'offre pas ces services complets adaptés aux adolescents et jeunes, il serait très important d'assurer un référencement vers ces structures qui sont mieux adaptées pour offrir ces services. Je pense que je vais m'arrêter là, mais juste pour vous dire aussi que les détails sur comment rendre ces 5 éléments essentiels plus conviviaux aux jeunes sont disponibles dans le module de formation dont j'ai parlé dans ma présentation et la version française sera prête d'ici mars. Donc, je vous invite à regarder le site web du consortium pour avoir accès à cette ressource. Et il y a une question, je pense, à laquelle peut-être Aïcha peut répondre, c'est comment convaincre les responsables des systèmes de santé dans un pays en développement comme le Burkina pour la mise en œuvre de la délégation des tâches et quel encadrement pour le maintien de la qualité des soins. Allô? Allô? Oui. Merci. Non. Merci. Voilà. Vous m'entendez? Oui, oui.
Voilà, c'est la question de la délégation des tâches. Comment convaincre les responsables du ministère de la Santé. Et si on fait cette délégation des tâches, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour s'assurer que ça ne va pas jouer sur la qualité des soins? Ok, merci pour la question. En fait, oui, c'est toujours, ce n'est jamais un travail facile, mais je pense que là où nous sommes, nous avons suffisamment de données, d'expérience et un soutien international pour en fait, discuter et présenter ces informations avec les décideurs. Nous avons les recommandations de l'OMS. Le misoprostol est inclus dans les normes et protocoles. On parle de la délégation des tâches pour une meilleure prise en charge des femmes, surtout au niveau communautaire. Il y a l'autorisation des prestataires de niveau primaire, de niveau communautaire à utiliser, à administrer ces médicaments. Je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur les données qui existent et on n'a pas besoin, je pense, de faire davantage d'études. Il faut vraiment qu'on essaie de mettre en œuvre et, comme j'ai dit, faire le plaidoyer pour la normalisation, pour rendre normale cette utilisation du misoprostol dans ces services de soins après avortement. Je ne pense pas que ça soit mesuré, peut-être d'autres auront d'autres commentaires, mais rien que la délégation des tâches, donc rien que la formation des sages-femmes, des infirmiers et d'autres prestataires qui se trouvent dans les différents centres et dans les différents niveaux, rien que la formation et l'autorisation peut améliorer la qualité. Je pense, selon les expériences qu'on a vues dans les études qui ont été documentées, au fait, quand on habilite des sages-femmes et des infirmiers, ils prennent en charge ces services et tout de suite on voit, c'est des anecdotes qu'on a maintenant, on n'a pas des données, des recherches qui ont été faites sur la qualité par rapport aux soins après avortement, mais on constate qu'il y a une amélioration des services. Quand on voit, comme en Égypte, que les femmes n'ont pas besoin de quitter leur village pour aller à un centre hospitalier qui est à des kilomètres et des kilomètres de chez elles, on peut dire qu'il y a une amélioration de qualité. Quand on voit des centres de niveau primaire qui peuvent prendre en charge des femmes et des infirmiers ou des sages-femmes qui n'étaient pas habilités à offrir ces services, qui sont maintenant fiers de pouvoir le faire, il y a une amélioration de service. Donc, peut-être ce n'est pas une réponse concrète, mais je pense qu'il faut juste qu'on continue à le faire, à l'utiliser, à introduire ça dans les formations, dans les écoles de sages-femmes, dans les écoles d'infirmiers, comme faisant partie du curriculum. Et nous avons créé, on ne l'a pas mentionné, mais un module de formation du New Age Health Project avec IPAS, un module de formation avec 9 modules différents pour la formation des prestataires, que vous pouvez voir dans les deux sites, le site de Genuity et le site de IPAS, qui peut aider à ces fins. Ok, je crois que la question, la contribution que je voulais apporter par rapport au maintien de la qualité lorsqu'on fait la délégation des tâches, je crois que c'est valable pour tous les services, ce n'est pas les services de soins après avortement seulement. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire la supervision de façon régulière. Il faut continuer à faire le mentorat clinique de façon régulière pour s'assurer que cette qualité va être maintenue. C'est ça qu'il faut faire. Parce que dans beaucoup d'instances, on forme les gens, ensuite on les abandonne à eux-mêmes et bon, ils retournent à leur vieille pratique. Donc la supervision et le mentorat clinique continue, je dis bien continue, est important pour s'assurer que tous les prestataires, sages-femmes, médecins, infirmiers, maintiennent leurs connaissances et leurs compétences pour assurer des soins de qualité. Et je crois que Catherine voulait ajouter quelque chose par rapport à ça. Merci beaucoup, professeur Dow. Comme je pense qu'on n'a plus de temps et vous avez bien couvert toutes les réponses pertinentes et aussi Aïcha. Donc, peut-être nous pouvons faire le clôture. Merci. Ok, merci. Je crois que, comme l'a dit Catherine, nous sommes arrivés au terme de ce séminaire en ligne.
Et je voudrais remercier d'abord tous les participants qui ne sont pas des facilitateurs, qui ont pris le temps dans les différents coins du monde francophone pour suivre cet important séminaire. Souvent, je sais dans des conditions d'accès difficiles à Internet, dans des conditions difficiles d'accès au téléphone. Donc, je voudrais les remercier pour leur patience et pour leur participation. Et remercier aussi les facilitateurs et à travers le consortium sur les soins après avortement. Et signaler également que toutes les présentations seront disponibles sur le site du consortium des soins après avortement pour que vous puissiez les télécharger et les utiliser notamment dans vos différents pays si le besoin se fait sentir. Enfin, les remercier de m'avoir fait l'honneur de faire de moi le facilitateur de ce séminaire en ligne. J'espère que le consortium va continuer à faire des séminaires parce qu'on a dit souvent le monde francophone est oublié. Et pour ma part, je ne cesse jamais en tout cas de faire le plaidoyer pour les francophones dans tous les forums, les symposiums, les congrès, les réunions, les séminaires où je passe, et surtout en termes de traduire toujours en français les outils disponibles, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui n'existent pas malheureusement en français. Et je crois que, en tout cas, si nous nous donnons tous la main, nous allons faire progresser la question de l'accès aux soins d'avortement et aux soins après avortement de qualité avec l'introduction du misoprostol. Si je prends mon propre pays, le Burkina Faso, ça fait exactement 19 ans que le Burkina a introduit les soins après avortement. 19 ans après, on est encore en train de dire qu'il faut faire le passage à l'échelle, mais ça veut dire simplement qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que 19 ans, pour continuer à discuter de passage à l'échelle, ça veut dire qu'il y a encore des problèmes. Et comme je dis, si nous nous donnons tous la main, nous allons pouvoir faire avancer pour des soins de qualité pour les femmes qui en ont besoin. Je vous remercie et je souhaite une bonne année 2016 à tout le monde, en espérant que nous allons nous retrouver bientôt aussi pour un autre séminaire. Merci.